La critique se poursuit et nous parlons maintenant de musique. Je suis toujours avec Olivier Lam, journaliste et critique à Libération. Nous avons été rejoints par Philippe Azouri, rédacteur en chef des pages culture à Vanity Fair. Sur nos platines, le disque de l'Irlandaise Roisin Murphy. Mais tout de suite, jazz avec Palo Alto de Thelonious Monk, sorti chez le célèbre label Impulse. C'est un inédit, l'enregistrement d'un concert de 1968. Le grand Monk n'est alors plus très jeune, plus si productif non plus depuis quelque temps. Il donne moins de concerts et a tendance à se reposer sur ses succès des années 50. En octobre 1968, Danny Sher, un lycéen californien fou de jazz, tente un coup. Il l'invite à venir jouer dans son lycée à Palo Alto alors que les tensions politiques et raciales secouent la ville et notamment le quartier afro-américain, East Palo Alto. Thelonious Monk est d'accord, il débarque dans l'auditorium du lycée avec son quartet et donne un concert de 47 minutes avant de filer sous les applaudissements rejoindre un club plus au nord. On écoute tout de suite Ruby My Dear et on précise que le tout a été enregistré par le concierge de l'école. Charlie Rouse au saxophone, Larry Gaze à la contrebasse, Ben Riley à la batterie et bien sûr Thelonious Monk au piano dans Ruby My Dear, extrait de ce concert inédit à Palo Alto. C'est un morceau composé d'ailleurs par Thelonious Monk, celui-ci. Philippe Azouri, un regard sur ce disque, sur cette surprise. Absolument. Oui, surprise parce qu'effectivement, ces bandes-là n'avaient pas circulé. Vous l'avez dit, Lucille, c'est une histoire quand même assez extraordinaire. Déjà, c'est un garçon blanc, lycéen de 16 ans, qui décide, qui est fou de Monk,
contrairement à ce que voudrait son âge, et qui décide donc malgré tout de le faire jouer à la High School de Palo Alto. C'est un peu comme si moi j'avais invité Britney Spears au lycée Aristide Briand d'Evreux et qu'elle était venue. Il faut quand même le dire, il y a un peu de ça. Mais Britney Spears, ils ont 5-6 ans après Toxic. Parce que c'est ça ce qui se passe, le cachet n'est pas mirobolant, c'est $500. Bon, $500 de l'époque ça va être pas mal, mais ils sont quand même 4. Mais surtout, Monk à ce moment-là n'est plus du tout le Monk qui, 4 ans auparavant, faisait la couve du New York Times en 64. C'est un Monk qui a du mal, avec lequel Columbia, qui est sa maison de disques, que Columbia a du mal à placer face à la vague hippie. Et il vient de sortir un album un peu avant, au mois de février, qui s'appelle Underground. Une couverture qui est aujourd'hui fascinante à regarder, parce qu'on dirait déjà un peu un dessin de Guy Pellard, c'est une photo un peu marron. Ils l'ont un peu grimé en existentialiste français. Il y a des grenades, il y a des insignes, la tenue d'un dignitaire nazi, comme quelqu'un qui l'irait frapper toutes les nuits. Enfin, ils essayent de le vendre aux hippies, qui n'en veulent pas. Enfin, voilà, ça les intéresse plus du tout. L'idée de Monk à ce moment-là, c'est que Monk arrive en 53-54 avec un geste prodigieux, une façon de jouer, que ce soit ou en piano solo, ou en quartet, ou en trio, et qu'il a 10 ans comme ça en majesté, et qu'à partir de là, on commence à penser que globalement, Monk a tout dit. Que Monk se répète, que Monk est fatigué, il a, je crois, 51 ans, enfin, au moment de Palo Alto. Donc c'est ce héros un peu comme ça, qui redevient ce que... Un outsider, là j'avais amené un livre qui était une thèse sociologique, mais qui a une fortune extraordinaire. C'est Sylvain Bourmeau, de la suite dans les idées, qui nous a toujours parlé de ce livre-là, de Howard Baker, qui s'appelle Outsiders, et qui raconte un peu justement comment, de façon sociologique, le musicien de jazz noir n'a jamais réussi à capitaliser et a toujours été maintenu structurellement à la marge. Là-dessus, Monk, c'est fabuleux, parce que Monk est une star, mais il prend $500 pour jouer à Palo Alto. Il ne prend pas ce que prennent les Beatles ou les Rolling Stones, même aujourd'hui, fatigués, et qui produisent pourtant plus. Ils ont déjà tout dit depuis 66, mais ils continuent à prendre des fortunes. Donc c'est ça ce concert-là. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il arrive, on pense qu'il va jouer des morceaux de Underground. L'album a 4-5 mois, c'est un album qui n'aime pas du tout. Et il joue, là on a écouté Ruby My Dear, il y a Well You Needn't qui est juste après, qui est un morceau de 1944. C'est-à-dire qu'il joue, il donne à entendre une partie de son histoire et une liberté. Olivier Lam. Ouais, c'est un groupe appauvri, laborieux, qui accepte tous les concerts qu'on entend là. On sait que voilà, à cette époque, il joue avec Ben Riley, qui est un peu le batteur qui l'a accompagné, pas sur la fin, parce qu'il a eu quand même il y a une fin après la fin, si j'ose dire. Ouais. Et Charlie Rouse, qui est donc le saxophoniste, qui est quasiment son double, c'est Laurent De Wild dans son bouquin qui parle de comment Charlie Rouse en fait ne fait pas de solo, en fait, il l'accompagne, Monk qui est en solo quasiment constamment. Et donc c'est un groupe qui joue parce qu'il a besoin de gagner sa vie. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand on considère que Monk, qui est arrivé, qui a connu la gloire très tard par rapport à en fait, ses il a eu un âge d'or extrêmement court, parce qu'il a fait de la prison à peu près au moment où il aurait pu exploser à New York. Il a eu une interdiction de jouer pendant longtemps dans des clubs new-yorkais parce qu'on l'a chopé pour possession de drogue. Donc oui, il a 10 ans de vraie... Oui, mais même à l'époque des Charlie Parker, Gillespie, etc., lui il galérait, quoi. Il galérait sans doute aussi parce que sa musique est une musique d'outsider. C'est ça et c'est à ça que je veux en venir, c'est que ce disque, c'est un disque de jazz, de bebop révolutionnaire au sens le plus propre du terme, mais quand on l'écoute, au bout de 2 secondes, ce n'est plus du jazz qu'on entend. Bon, c'est le cas de toutes les musiques, évidemment, qui sont toujours un peu plus que le genre auquel on les rattache, mais c'est particulièrement pour le jazz, évidemment, puisque c'est une musique qui a une variation infinie autour de ses thèmes, de son propos, grâce à la prééminence de l'improvisation, mais encore un peu plus Monk, parce que à l'intérieur du bebop, il est un peu plus révolutionnaire que les autres, parce que autant il a contribué évidemment à façonner ce qu'allait devenir, on va dire, le jazz de l'âge d'or, si on peut résumer le bebop comme ça, autant par ses compositions, il privilégie toujours ce qui est à côté. Et il a un jeu qui n'est jamais, je sais pas, si on compare à celui d'un Oscar Peterson ou pour le saxophone Charlie Parker, évidemment, sa virtuosité, elle est toujours
vraiment retorse. On ne sait jamais s'il joue bien ou mal, Monk. C'est ça qui est absolument génial. Et là, j'ai envie de dire, ça se vérifie évidemment dans ce live qui en plus est enregistré dans des conditions, on peut l'entendre encore plus quand dans les 2 morceaux solo qui sont vraiment particulières. On entend tout craquer, c'est vraiment absolument... Moi j'aimerais connaître la personne qui a posé les micros, comment elle les a posés, etc. Voir le piano qu'il a utilisé, parce qu'il jouait sur des pianos complètement brinque-ballant. Qui avait aussi arrangé le piano. C'est comme ça qu'il a dealé la possibilité d'enregistrer. Quand on entend la version d'Epistrophie, qui est un des morceaux les plus emblématiques et les plus bizarres de Monk, qui joue très très vite, évidemment, ce n'est plus du tout du jazz à ce moment-là. Ça pourrait être tout et n'importe quoi. Il fallait qu'il parte. Non, mais il y a un truc il y a une énergie. Et puis bon, en parlant de prise de son, la batterie de Ben Riley, comment elle sonne, sans doute pour des raisons économiques, c'est qu'elle n'est pas bien enregistrée. Du coup, elle sonne de manière particulièrement violente, donc de manière particulièrement moderne. Et ce qu'on entend là est vraiment... c'est un peu comme le tout dernier concert de Coltrane, le Latunji, non, je ne sais plus comment il s'appelle ce concert, qui est complètement saturé parce qu'il y a eu un problème au moment de la prise de son. Et on en retient une énergie qui est peut-être c'est exagéré par la prise de son et par le fait que c'est un document, etc. Mais évidemment, il faut jamais sous-estimer l'importance de la prise de son et de l'époque où on découvre un enregistrement dans son ampleur artistique. On écoute un petit extrait de Don't Blame Me où Thelonious Monk est justement tout seul au piano. Ça dissonne. Philippe Azoury. Je pense qu'il y a presque 2 façons aujourd'hui de recevoir ce disque. Il y a simplement le poser sur sa platine, l'écouter. Il y a un plaisir qui est immense. Olivier commence à en parler quand on rentre dans le détail, dans la façon dont c'est joué, la façon dont j'ai l'impression pousse. Les morceaux sont très longs avec des variations. Il pousse chacun de ses 3 alliés dans des zones de vulnérabilité. Lui-même se met dans des zones de vulnérabilité qui procurent un plaisir qui est quand même assez extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a on ne peut pas s'empêcher de faire l'historien à petits pieds et de quand même le resituer dans ce qu'était sa carrière à lui, ce qu'était le jazz et ce qu'a été cette année 68. Même pour lui, parce qu'il en a été en partie dans le coma, que par exemple mai 68, il ne l'a pas vu passer. Mais ce qu'il a souvent pas vu passer en même temps que mai 68, c'était aussi une forme de free jazz, que ce soit Spiritual Jazz de Pharoah Sanders. Là, il est réédité depuis quelques temps, mais c'est déjà très dur à trouver. Il y a eu un coffret, 5 vinyles de Sun Ra en Égypte, complètement délirant. Bon, c'est 71, c'est 2-3 ans plus tard, mais on voit bien que le jazz prend une verticalité, j'ai l'impression une élévation vers des sphères très 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 psychédéliques, vers aussi une radicalisation politique. Et même si Monk est quelqu'un qui œuvre pour ça, il arrive, et c'est ça la surprise de ce concert, il arrive quand même avec quelque chose qui est un peu boogie, un peu rhythm and blues, qui est presque assez swing, il y a quand même quelque chose d'assez dansant. Il y a quelque chose entre Fats Waller et Fats Domino, mais qui serait joué, et c'est quand on commence à regarder la durée des morceaux, qu'on commence à comprendre, et quand on commence à plonger dans les morceaux, qui finalement se libère de tous les carcans et réinvente la chose, mais de l'intérieur, à partir d'un format qui est effectivement celui des années 50, à la fin des années 40 ou le début des années 50. Olivier Lam. Oui, c'est une modernité au long cours, j'ai envie de dire, et du coup, lui, en 68, peu importe le monde autour, j'ai envie de dire, peu importe, évidemment, il l'absorbe, il y a le climat politique, qui est ce lycée blanc, huppé, à 2 pas de l'autre côté de la ville, où il y a les pauvres noirs, évidemment, qui sont venus en masse ce soir-là.
Sinon, le concert n'aurait pas été rentable. C'est ça qui est assez formidable aussi dans l'histoire. Donc, on imagine bien qu'il y a une électricité particulière dans la salle ce soir-là. Et évidemment, il réinvente de l'intérieur, depuis son propre langage, qui était déjà un langage révolutionnaire, à l'intérieur d'un autre langage révolutionnaire. Donc, évidemment, que tout ça se perpétue. Voilà, dans ce moment un peu particulier qui a dû être quelques heures de travail pour ce groupe, ces gens un peu, ces musiciens, pas crèvent la dalle, mais quasiment, qui, Monk à cette époque-là, il avait peur de se faire lourder par son label Columbia, ce qui allait arriver très rapidement plus tard, et ensuite c'est la chute libre et c'est la disparition, quoi. Je me suis dit aussi peut-être que Palo Alto, c'est juste à côté de San Francisco, que l'un des plus beaux Monk, c'est quelques années auparavant, c'est Alone in San Francisco. C'est le Monk des années piano solo, qui a peut-être aussi quelque chose, quand il retourne vers ce coin-là des États-Unis, quelque chose qui se joue. Et que peut-être aussi la solution que Columbia ne trouvait pas en 68 pour arriver à coller avec le psychédélisme contemporain, c'était ce qu'a finalement trouvé Riverside en rééditant Thelonious Himself en 94 avec les chutes, et on entend 22 minutes de recherche autour de Around Midnight, et on comprend que la modernité la plus radicale, elle est là, quoi, et la plus pure aussi. Palo Alto, Thelonious Monk, apparu chez Impulse Records. France Culture, la critique, Lucille Como. France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. La critique se poursuit, tout de suite un coup de cœur d'Olivier Lime. Pourquoi pas? C'est un mélange de live et d'Olivier Lime. Pour Prince et pour particulièrement la réédition de Sign of the Times chez Warner. Oui, une version deluxe qui est plus qu'une réédition, c'est une explosion puisqu'il y a la version la plus complète, c'est 8 CD plus un DVD, donc voilà, il y a largement de quoi faire. Oui, très rapidement sur cet album absolument majeur de l'époque majeure de Prince, hein, et voilà, il y a un enchaînement de 4-5 disques qui sont tous plus fabuleux les uns que les autres. Et celui-là qui déjà à l'époque était un mélange de 3 disques, un Dream Factory qui était enregistré avec The Revolution, qui était son groupe, Crystal Ball qui était plus jazz et plus expérimental, et celui de l'album de Camille qui était une sorte de double de lui avec une voix accélérée pour une sorte de chanteuse imaginaire. Bon, finalement son label Warner a refusé de sortir tout ça, donc il a tout ramassé dans un double album qui déjà à l'époque était une espèce de patchwork, mais un patchwork absolument incroyable puisque toutes les choses, quand bien même il y a un nombre de genres musicaux visités qui est absolument ahurissant, se répondent dans une espèce de labyrinthe. C'est un de ses albums les plus intenses. Et là, on a quasiment j'ai envie de dire l'intégralité de tout ce qu'il a fait, soit tout ce qu'on a sorti de sa vault, de son coffre-fort, voilà, de toutes ses recherches, versions alternatives. Et je sais pas, il y a 3 CD avec des chansons complètement inédites que évidemment les fans de Prince connaissaient parce que les pirates avaient beaucoup circulé à l'époque, mais là dans des versions absolument impeccables, et c'est absolument ahurissant de voir à quel point cet artiste qu'on comparait avec Michael Jackson était en vérité le Stockhausen, j'ai envie de dire, de son époque. Voilà, c'est indispensable. Vous l'avez vu en tête de gondole partout. Si vous allez chez des disquaires, achetez-le avant qu'on le trouve plus, quoi. Voilà, simplement. Sign of the Times, Prince version collector, apparu chez Warner. France Culture, la critique, Lucille Como. Dernier disque au programme de cette critique, Roisin Machine, le dernier album de Roisin Murphy.
Roisin Murphy est une chanteuse née en 1973 en Irlande. Elle a été connue d'abord comme membre du groupe Moloko. Plusieurs disques solos sont sortis depuis. Sur la pochette rouge de Roisin Machine, elle s'affiche tête en bas, cheveux permanentés, yeux de chat marqués au col, vêtue légèrement de résine noire. Une pochette tout droit sortie des années 80. Le reste est à l'avenant, des pistes longues qui nous plongent ou replongent, c'est selon, dans l'âge d'or des discothèques. On écoute tout de suite Something More. I want 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 something Olivier Lam, vous avez signé un très bel article dans Libération sur la fin de la nuit. Depuis ces quelques mois, la nuit interdite. Comment on reçoit un album comme ça, là, comme celui de Roisin Murphy, dans une période aussi singulière pour la fête, la danse, la sociabilité de nuit? Moi, j'ai pris un peu d'avance puisque ma situation familiale fait que voilà, la nuit, je la vis beaucoup dans ma tête depuis quelques temps. Mais évidemment, les disques de dance contiennent toujours en eux-mêmes une sorte de mélancolie qui est l'impossibilité d'aller en profiter. J'ai envie de dire, il y a toujours ça. Donc là, c'est vrai que c'est particulier parce que en plus, elle n'est pas seule, on va dire dans la pop en général, à vouloir comme ça sauver le monde avec une pop qui serait un peu discoisée, rediscoisée. Il y a beaucoup de grosses chanteuses, on va dire très commerciales, Dua Lipa ou Katy Perry et Kylie Minogue bientôt, qui ont sorti des disques. Kylie Minogue d'ailleurs qui fait des e-concerts. Elle en est réduite à des e-concerts disco autour de bizarre. cette chanson. Voilà, son album s'appelle Disco. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir vraiment pourquoi, comment cet étrange mouvement, même si on peut évidemment imaginer que c'était antérieur au début de la crise sanitaire. Mais enfin, là, le disque, on le reçoit effectivement comme
avec frustration, mais aussi avec bonheur, parce que c'est pas seulement un disque de disco house, c'en est un, faut le dire, c'en est quand même beaucoup un. Il y a, contrairement à d'autres disques de chanteuses, on va dire un peu discoisantes anglaises de la grande époque, comme Lisa Stansfield ou Sophie Ellis Bextor, là il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de balade, là c'est plutôt des morceaux de house un peu qui s'étirent avec elle, qui vient se poser là un peu comme une espèce de diva géniale, très théâtralisée. C'est quand même un disque de chanson, et un disque de chanson très, très pensé, composé, pour accompagner la forme qu'elle prenne dans un discours sur la réalité, la représentation de soi-même. C'est un disque de chanteuse, et Roisin Murphy est une très grande chanteuse. D'ailleurs, on y reviendra peut-être. Moi, c'est la question que ça me pose, c'est quoi une grande chanteuse, et pourquoi certaines chanteuses, quand elles chantent certaines choses, sonnent justes, et pourquoi d'autres, quand elles chantent certaines choses, sonnent complètement artificielles. Et là, il n'y a absolument rien d'artificiel dans ce disque. Philippe Azouri. Moi, j'ai l'impression qu'on commence à... Je suis totalement d'accord avec ce qu'Olivier vient de dire. Et j'ai quand même l'impression que Roisin Murphy ou Roisin Murphy, c'est un accent irlandais, mais alors ça, j'ai fait le minimum. Je ne vais pas me lancer non plus. Rétrospectivement, depuis la fin de sa carrière avec Moloko, donc c'est à peu près depuis une dizaine d'années, un peu plus même, a une carrière solo qui peut paraître commercialement compliquée, complexe. Elle est sans doute finalement passionnante, parce qu'elle arrive à faire passer Madonna, qui avait pourtant à ce moment-là la palme d'or de l'expérimentation, du bon goût, pour Michel Thor, enfin ouais, pour le dire vite. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'entoure, et elle ne cesse de faire en fait les contre-choix de ce qu'une maison de disques voudrait attendre. Je ne parle même pas de la sortie aujourd'hui à cette heure-là d'un disque club, alors qu'il n'y a plus de club. Mais par exemple, c'est Simulation, qui est le premier morceau du disque, qui est un des plus beaux. Moi, c'est en lisant l'article d'Olivier que j'ai réalisé que ce morceau était effectivement sorti sous la forme d'un maxi vinyle uniquement sur Permanent Vacation, qui est un tout petit label, en 2012. Ce morceau, il est aujourd'hui encore plus émouvant 8 ans après. L'intelligence, c'est pas de ressortir, genre je ne commence pas mon disque avec une vieille chute ou un fond de tiroir. Non, non, je reprends l'histoire là où je l'ai laissée, et précisément pour un album qui... Moi, c'est ça qui m'émeut, dans ce disque-là, même si je le trouve trop plein, trop long, par moments, c'est pas ma came. Je me dis qu'elle arrive quand même elle cherche à confondre sa vie ou sa trajectoire avec l'histoire de la house music ou même l'histoire de la disco. Et ce discours-là, en fait, il peut s'entendre qu'à travers le statut très particulier qu'elle a, qui est un statut qui touche les deux, je vais dire un mot anglais, les deux fanbases, enfin les deux publics qui ont un amour pour Roisin Murphy. Le premier, c'est toute la culture LGBT, qui la soutient depuis toujours, parce qu'il voit en elle effectivement quelque chose du camp, depuis sa voix, qui est une voix de diva, mais aussi le fait que cette fille, qui est une Irlandaise banale, devient extraordinaire à partir du moment où elle est sur scène. Elle sait ça, elle en joue. Le dernier grand concert qu'elle a fait, c'était au Berghain, au Panorama Bar, en février 2019. À Berlin, où elle est venue, quand même, elle était coiffée d'un godemiché. Et ça a été la folie. Et les gens l'attendaient depuis quasiment 2 jours. Donc il y a cette fanbase à laquelle elle fait cette espèce de son qui serait cher, mais avec les bons producteurs. Tout va se valoir de ça. Et à côté, elle est aussi cette histoire sociologique de l'Angleterre, où dans toutes les familles, on a des disques, on suit quelque chose, il y a un attachement, et elle a une connaissance, elle a un amour profond de la musique, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a 3 producteurs véreux derrière avec des plans marketing, et que c'est son histoire, que cette histoire à elle, c'est aussi l'histoire de la house music, l'histoire d'une mélancolie qui se vit la nuit et qui pourtant est exubérante. On a l'impression que cette histoire n'évolue pas vraiment. C'est très étonnant, moi je trouve, d'écouter ça aujourd'hui et de le considérer comme un objet contemporain, encore une fois au-delà de ce qui nous arrive en ce moment. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de second degré, c'est pas du tout ironique dans le rapport à la référence qui serait, j'imagine, la disco des années 80. C'est pareil, c'est les mêmes types de rythmes, c'est les mêmes types de voix. Je me trompe peut-être, mais moi j'ai vraiment cette impression qu'on fait comme si il s'était rien passé entre-temps. Olivier Lam. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce qu'en vérité, alors évidemment la house music, elle est prise comme d'autres genres qui ont plus de 30-40 ans, elle est prise évidemment dans un rapport compliqué avec ses legs et son passé, etc. Et elle est obsédée un peu par son passé, etc. Donc elle revisite des choses. Je suis pas tout à fait d'accord dans le fait de dire que ça n'a pas bougé, parce qu'il y a quand même la production témoigne quand même d'une finesse de référence qui va avoir des petites choses. Bon, après ça n'a pas vraiment
d'intérêt d'en parler comme ça pour en parler à cette heure-ci, voilà, mais c'est des petites références à des disques de house des années 90, anglais, français, etc. Mais voilà. Et par ailleurs, il faut dire que le disque est quand même produit quasiment dans son intégralité par Richard Barat, qui est un grand monsieur de la house music anglaise, mais du nord, mais qui comment dire, provincial, si j'ose dire, puisqu'il est de Sheffield. Il a énormément fait. En gros, il a sorti l'acid house de la copie de la musique de Chicago pour la rendre totalement anglaise, avec ce qu'on appelait à l'époque la blip, c'est-à-dire avec un son beaucoup plus industriel, beaucoup plus froid, etc. Mais qui était quand même de la house music, il faut quand même le dire, et qui ensuite a fait The Whole Thing High. Il y avait un gros tube qui est une reprise de Sonny & Cher, The Big Goes On. Enfin, elle n'a pas été chercher des petits jeunes, elle a pris ce type qui est, je pense, encore plus vieux qu'elle. Ça fait longtemps en plus qu'elle travaille avec lui. Voilà, ils travaillent ensemble depuis longtemps. Ils se croisent, parce qu'en gros, elle est, effectivement, elle est née en Irlande, mais elle a grandi entre Manchester et Sheffield. Et il y a quand même quelque chose d'une résistance du Nord, d'une histoire typiquement du Nord de l'Angleterre, qui évidemment, et de son rapport à la house music. On sait que la house music en Angleterre, c'est autant Londres que la Hacienda, et Manchester, et tout ça. Ça irrigue en fait dans cette musique, et qu'effectivement, mais par ailleurs, le rapport au passé, on va dire au classicisme, c'est le sien. C'est pas celui qui serait celui d'un petit malin qui aurait une collection de vinyles à la maison et qui les copierait. Philippe Azoury. C'est pour les mêmes raisons exactement que je suis ému par cet album. Comme l'a dit Olivier, quoi. Effectivement, c'est son histoire. Et c'est aussi ce rapport d'aller chercher les gens qui l'entourent. DJ Parrot, c'est Sweet Exorcist, c'est Tricky Disco, c'est des disques avec Richard Kirk de Cabaret Voltaire. C'est la frange la plus expérimentale de la blip. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a un amour de la danse. Et c'est pas aller chercher un requin récent ou Bruno, je sais pas, ou un troisième assistant de Bruno Mars. Et c'est ce qui fait que c'est un très grand disque. C'est un disque qui se respecte à lui-même, qui respecte son public. C'est aussi un disque qui est dangereux parce que je sais pas du tout comment il va être reçu à cause de l'époque, mais aussi parce que ce côté trop plein. Je pense que l'Angleterre va très bien le recevoir. À l'international, je ne sais pas du tout. Pourquoi vous pensez que l'Angleterre va très mal le recevoir ? Très bien le recevoir. Ah. Le masque, j'avais la barbe, et je parlais avant dans ma barbe, maintenant je parle dans mon... Elle est très connue, il faut dire. Non, je pense que l'Angleterre va très très bien le recevoir. C'est un disque qui peut même être pris comme une ode pour une Angleterre justement décentrée, pas forcément Londres. Prendre quelqu'un qui vient de Sheffield ou qui est irlandaise, c'est pas innocent. C'est un album qui m'a rappelé le danger. Je ne sais pas pourquoi je le vois, mais c'est peut-être parce que l'histoire des fois bégaye. Mais pour moi, il a quelque chose quand on l'écoute dans sa durée. Maintenant, je commence à avoir le plaisir, ça fait 4 jours que je l'ai reçu. Je commence à séparer les morceaux les uns des autres. Ça devient différent. Mais quand on prend le disque dans sa durée, il est très long, une dizaine de titres qui font à peu près 8 minutes, entre 5 et 8 minutes chacun. La première référence qui m'est venue à l'esprit, moi, c'est ce que Moroder faisait avec Donna Summer, mais pas simplement les très longs morceaux, mais des albums qui étaient Love Trilogy, Once Upon a Time, des albums concept. Et l'un s'appelait, c'était le dernier, il n'avait pas marché, s'appelle I Remember Yesterday. Et pour moi, c'est son I Remember Yesterday, mais beaucoup plus réussi sans doute. Souhaitons-lui un meilleur destin alors à ce disque Roisin Machine de Roisin Murphy qui est apparu chez Skint Records. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Philippe Azoury. Merci, Olivier Lam. À la préparation de l'émission, c'est Aïssatou Ndoye et Boris Pinault. À la réalisation, Perret Legras. Et à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée au cinéma avec Les 7 de Chicago d'Aaron Sorkin sorti sur Netflix et ADN de Mai Wen qui sort ce mercredi en salle, puis série avec The Ongoing sur OCS et The Comey Rule sur Canal+.